Quand on sort un peu de l'accumulation des statistiques qui sont énormes, là le chiffre par exemple de 40% d'enfants qui vivent dans une famille monoparentale, donc avec leur mère seule, vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est énormissime. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Quand je suis tombée sur le nom de son livre « Laisse pas traîner ton fils », j'ai été très intriguée. D'abord pour la ref évidente, à NTM, mais aussi et surtout pour les enjeux décrits par ce livre qui remue. Célim Derkaoui, journaliste, a mené une enquête pendant 2 ans pour comprendre comment les mères célibataires, et notamment les mères issues de l'immigration, étaient stigmatisées dans notre société. À travers ce livre, il dépeint une réalité difficile pour des mères qui font face à la double peine, celle d'élever seules leurs enfants et celle d'être vues comme des « profiteuses » entre guillemets, d'un système qui, en réalité, les broie. Célim donne des chiffres percutants, évoque l'absence des pères qui lâchent leur rôle parental et remet en place nos idées reçues véhiculées depuis des années par les médias. Et si on arrêtait de criminaliser les mères qui élèvent seules leurs enfants? Et si, au lieu de pointer du doigt leur prétendue responsabilité dans les défaillances de leurs fils, on regardait enfin les causes structurelles, les abandons institutionnels et la violence sociale qu'elles subissent au quotidien? Bref, cet épisode est d'utilité publique. À nous de prendre la problématique à la hauteur des enjeux que cela demande. Je vous souhaite une très très bonne écoute. Bonjour Célim. Bonjour. Bienvenue dans la matrescence. Merci. Merci beaucoup d'avoir fait un petit déplacement, parce qu'il paraît que tu habites dans le quartier. Oui, donc ça va, c'était T'es venu tranquille. afficher sous le soleil parisien pour nous rejoindre. Aujourd'hui, on vient parler de ton livre que tu as sorti très récemment, qui s'appelle « Laisse pas traîner ton fils », pour ceux qui ont la ref, d'un groupe de rap des années 90. Déjà, comment est-ce qu'elle t'est venue l'idée de ce livre ? Moi, l'idée du livre, elle est venue déjà de mon expérience personnelle parce que ma mère nous a élevés seuls avec mes 2 sœurs, Inès et Mélissa. Pendant plusieurs années, à partir du collège, au moment de leur rupture, elle a eu la garde totale. Et en fait, au fur et à mesure de cette expérience-là et ensuite de mon activité de journaliste, notamment sur les questions sociales aussi, au fur et à mesure pour Mediapart, Le Monde diplomatique et un magazine qui s'appelle Frustration, j'observais déjà des problématiques propres au fait d'être une mère seule, même si mon père, comme je dis dans le livre, payait la pension alimentaire, était relativement présent par rapport à d'autres pères, ça on y reviendra après j'imagine. Par conséquent, je voyais quand même comment elle essayait justement de vivre au jour le jour, de s'occuper de nous, de l'éducation au quotidien avec le collège, le lycée, l'éducation nationale d'une manière générale, et aussi le travail qu'elle avait dans les contrats aidés qu'elle avait à l'époque, de aide maternelle. Ça c'est des choses ensuite que j'ai compris par la suite en étudiant, en réfléchissant sur le sujet de manière approfondie en tant que journaliste, qu'effectivement des mères seules, elles sont souvent dans les métiers du care, liés aux soins. En fait, finalement, comme s'il y avait une continuité entre leur travail éducatif et finalement leur travail, travail salarié. Alors ça, c'est le premier point de départ. Les enquêtes que j'ai pu faire ensuite pour Mediapart, notamment sur la CAF, sur France Travail, parfois ça prenait aussi pour point de départ ma propre mère avec des expériences qu'elle pouvait avoir avec les contrats aidés, l'assurance chômage, les caisses d'allocation familiale, donc le RSA qu'elle a ensuite eu quand elle était victime d'un handicap par la suite, à cause de son travail professionnel et physiquement très prenant et qui finalement a fait en sorte qu'elle a été blessée au bras. Bref, tout ça fait que j'ai pensé à ce sujet-là. Il y avait beaucoup de personnes aussi lors de mes enquêtes journalistiques qui me
me disait c'est encore pire pour les mères isolées. Tout ce que tu traites comme article par rapport à la question sociale, finalement voilà, c'est encore pire pour elles. Donc renseigne-toi davantage et essaye de comprendre pourquoi pour les mères isolées c'est encore plus dur, socialement, politiquement, économiquement. Et le dernier point de départ, c'est la mort de Nahel Merzouk qui a été tué par la police en juin 2023 et sa maman Mounia qui a été victime de racisme, de mépris de classe et de sexisme de la part du personnel politique, mais aussi de médias et aussi de réseaux sociaux, etc. Et à ce moment-là, on a commencé davantage à parler de la question de la monoparentalité, mais sous un aspect plutôt négatif de la part du pouvoir politique en parlant des parents défaillants, ce qui est assez méprisant pour dire que finalement, et puis en plus, on pense aux mères en fait, plutôt qu'aux parents d'une manière générale. Le sous-entendu, c'est les mères. Voilà, un espèce de mépris comme ça, comme si c'était finalement la mère qui éduque mal leurs enfants, plutôt que l'État qui est défaillant, inverser un peu la charge de la responsabilité. Donc les discours m'ont vachement frappé pendant plusieurs mois. Il y a Elisabeth Borne aussi, qui était première ministre, qui avait lancé un plan banlieue suite aux révoltes urbaines après la mort de Nahel Merzouk. Et ce plan banlieue-là, qui mettait la focale que sur la sécurité, encore une fois pour accuser les parents et les responsabiliser, donc les mamans encore une fois, en sachant que, et je terminerai là-dessus, les révoltes urbaines qui ont eu lieu un peu partout en France après la mort de Nahel, 60% des mineurs qui ont été interpellés vivent dans une famille monoparentale et surtout avec leur mère seule. Parce que dans le livre, ce dont tu parles, c'est ces mères qui sont stigmatisées, c'est pas l'image qu'on peut se faire de la mère solo qui est en garde partagée, qui évidemment va perdre en salaire parce que ça touche toutes les classes sociales et pas que les mères issues de l'immigration ou qui vivent dans des lieux qui sont difficiles d'accès, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de services publics, où il y a plein de problématiques qui sont liées à ça. Et toi, tu as voulu t'intéresser à ces femmes-là dont on ne parle pas, en fait, qu'on invisibilise dans la société et surtout à qui on colle une étiquette de elles viennent prendre l'argent de l'État et en plus elles élèvent mal leurs enfants. Oui, en fait, sur la question des mères isolées, déjà, il fallait partir de constats et de chiffres, enfin vraiment de statistiques très précises pour savoir de quoi on parle et de qui on parle. Là, il y a un chiffre qui est important, c'est que sur 8 millions de familles en France, il y a 2 millions de familles qui sont monoparentales. C'est même plus, parce qu'en fait, c'est des chiffres de l'INSEE, et l'INSEE ne compte pas les enfants qui sont majeurs et qui vivent encore avec leurs parents et du coup avec leur mère. Et l'autre chiffre qui est extrêmement important, c'est que parmi ces familles monoparentales-là, c'est-à-dire les 2 millions et plus, il y a 82% de mères seules. Donc déjà, c'est une problématique qui est fondamentalement genrée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, et ça, je me suis informé et renseigné aussi via la sociologue Marie-Clémence Lepape, qui travaille sur les familles monoparentales, et je lui ai demandé cette question, mais au fur et à mesure de mon enquête par ailleurs, où ça me trottait, je me demandais, mais est-ce que ça touche plus une classe sociale plus qu'une autre ? Et elle m'a confirmé qu'effectivement, il y a plus de ruptures aussi dans les milieux populaires du fait de problématiques sociales et économiques, le chômage de masse, etc. Ça, c'est un premier point. Et que finalement, les mères seules, ça touche quand même plus les catégories populaires, du fait aussi qu'au niveau des chiffres, les mères seules sont moins diplômées que la moyenne aussi, des Françaises et d'une manière générale par rapport au CSP+, et au cadre. Donc ça, c'était un autre point de départ. Et le troisième aussi important au niveau des chiffres, et pour resituer un petit peu, c'est que finalement, quand on parle mal des mères seules, c'est souvent des mères seules des milieux populaires, et surtout des mères seules racisées en fait. Souvent, les mères célibataires, justement, on utilise cette expression-là qui est un peu plus amélioratif que de dire mère seule ou mère isolée, qui est moins politisé aussi. Finalement, quand on parle de l'assistanat des mères seules qui ont plusieurs allocations, qui dépensent n'importe comment leur entrée d'allocation scolaire, etc., l'écran plat qu'elles achètent et tout ça, ça vise surtout les femmes pauvres des classes populaires et les femmes notamment racisées. La maman de Nahel Mounia, justement, toutes les problématiques qu'il y a eu ensuite, les discours politiques insultants, etc., c'est venu du fait qu'elle soit une mère seule, mais une mère seule aussi racisée. Donc en fait, ça fait un peu une espèce d'accumulation comme ça de discrimination. Pour commencer, il y a celle du genre, du fait que ce soit surtout des femmes, du coup des mères seules. Ensuite vient s'additionner aussi la question de la classe sociale. Et ensuite, quand on creuse encore plus, la question raciale. Et ça, c'était important comme point de départ d'avoir ça en tête, parce qu'effectivement, quand on parle des mères célibataires de la bourgeoisie, ou plutôt des cadre ou CSP+, dans les magazines People par exemple, ou dans des magazines de la presse féminine, l'angle va être plutôt sur sur des tutos concrets, etc. Comment s'organiser avec sa nounou. Et c'est ce que je dis un peu dans l'intro, c'est qu'une nounou peut être aussi une mère seule qui habite dans les quartiers populaires à 1 heure de Paris. Donc en fait tout ça c'est au croisement en fait. Enfin le terme qu'on utilise universitaire, c'est à l'intersection, intersectionnel, que j'utilise pas forcément, mais qu'en fait qui parle de ça aussi, l'intersection. Mais en tout cas une accumulation qui est assez importante à avoir en tête.
Et d'autant plus pour les mères isolées et leurs enfants, parce que là, t'en parlais justement sur la garde alternée. Effectivement, la garde alternée, ça concerne plutôt des cadres qui ont le temps, qui ont l'argent, qui ont l'espace aussi, le logement pour accueillir plusieurs enfants dans plusieurs chambres, qui ont aussi le matériel à disposition, les fournitures, etc. La garde alternée, ça te concerne, c'est 15% des familles monoparentales. Et en fait, ça c'est important aussi de le signaler, c'est qu'on est quand même considéré comme parents isolés quand on est en garde alternée, tant qu'on n'a pas refait de famille, c'est-à-dire une famille recomposée, qui concerne d'ailleurs plus les hommes que les femmes. C'est peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure sur les pères, l'absence des pères et la question de la paternité. Mais voilà, mais quand même, on est quand même parents isolés. Et donc, je crois que tu donnes les chiffres quand on est en garde alternée, ça concerne là plus les catégories. Ouais, c'est SP+, c'est l'économiste Anne Solas qui a travaillé là-dessus et qui l'a démontré pour toutes ces raisons-là pratiques, même si, encore une fois, voilà, on est quand même considérés comme parents isolés. Quand on lit l'intro de ton livre, franchement, juste l'intro, hein, on a envie de tout brûler. Enfin, ça fait mal au ventre. C'est... Il y a parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui s'accumulent, parce que tu mets dans le contexte, parce que tu personnalises. C'est assez révoltant, en fait, quand on commence à gratter derrière le statut de ces mères isolées. Bah c'est ça en fait, dès l'introduction justement, moi je dis que quand on sort un peu de l'accumulation des statistiques qui sont énormes, là le chiffre par exemple de 40% d'enfants qui vivent dans une famille monoparentale, donc avec leur mère seule, vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est énormissime. Après il y a plein de questions liées aussi au logement, à l'éducation, à l'aide sociale à l'enfance, ça j'y reviens après. En fait on se heurte à toutes les problématiques possibles et inimaginables quand on est une mère seule, aux violences excitées sexuelles, aux violences conjugales, aux problématiques et aux inégalités sociales, salariales, au temps de travail, à la précarité, aux maladies professionnelles aussi, parce qu'elles sont vachement touchées par rapport ça peut être au cancer professionnel, par rapport aux produits d'hygiène qu'elles peuvent côtoyer au quotidien dans leur travail, encore une fois lié au care et aux soins, aux métiers qu'on appelle essentiels, notamment suite au Covid-19. Voilà, donc du coup, forcément, c'est dès l'introduction, du coup, ça met un peu les termes, entre guillemets. Et encore une fois, ce qui est important, et comme tu dis très bien, c'est que c'est pas seulement citer les statistiques, c'est aussi les politiser, montrer qu'il y a des responsables aussi, que ce soit les hommes, que ce soit une classe sociale bourgeoise aussi, qui fait en sorte aussi qu'elles aient plus de maladies professionnelles, d'accidents du travail aussi, de difficultés par rapport à ça. C'est très conscientisé quand même. C'est pas forcément mis sur le devant de la scène au quotidien. Et tout ça, voilà, c'est de mettre en perspective en fait ces chiffres-là et montrer qu'il y a des liens de cause à effet et qui fait qu'on sort de l'affect des chiffres qui sont accablants et qu'on les politise et que là du coup pendant tout le bouquin, c'est un peu l'idée de l'enquête, c'est de politiser un petit peu cette question-là et c'est pas moi qui le fais, c'est plutôt les intervenantes elles-mêmes. Tu as mis 2 ans à écrire ce livre. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton enquête ? Ce qui m'a marqué le plus, moi je dirais que c'est déjà le chiffre, le fait que ça concerne énormément de personnes en France. Déjà les femmes, les mères seules, mais aussi leurs enfants, parce que du coup ça double le chiffre. Donc ça concerne beaucoup de monde. Donc ça je m'y attendais pas autant, honnêtement. Et aussi ce que je m'y attendais pas, c'est que en fait la question de la mère isolée, c'est une question qui l'est aussi au sein du couple, comme tu disais dès le départ, sur les inégalités de genre dans le couple, de salaire, de patrimoine entre les hommes et les femmes. En fait, il y a beaucoup de mamans qui m'ont dit qu'en fait elles étaient déjà isolées au sein de leur couple, c'est-à-dire qu'elles s'occupaient déjà de tout, des factures ou des enfants, qu'il y avait déjà des inégalités qu'elles ressentaient, et que finalement ça s'est creusé et ça s'est amplifié au moment de la séparation. Donc ça aussi, pour moi, c'était plus ou moins une découverte, même si tous les chiffres par rapport au couple, je les avais. Il y a des livres qui sont sortis là-dessus ces dernières années, on en parle davantage. Mais l'étape d'après, à quel point c'est extrêmement compliqué. Il y a Agnès Aoudé du mouvement des mères isolées qui me disait qu'elle a considéré son ex-conjoint comme un patron, qu'il y avait un rapport de force qui s'instaurait une fois que la séparation était faite, qu'il fallait vite cocher la case parents isolés sur la CAF, sur les impôts, des réflexes comme ça qu'il faut avoir pour vite se prémunir et se défendre. Donc tout ça a été quand même des grandes, je dirais pas surprises, mais en tout cas des choses qui m'ont marqué, d'où ta question, qui m'ont marqué. Et le fait que ce soit à ce point-là, à l'intersection justement de la classe, du genre et de la race, ça je pensais pas à ce point-là, en fait. Et en fait, ce qui m'a donné cette étincelle-là, entre guillemets, réflexive, c'est vraiment, encore une fois, les révoltes urbaines et la mère de Nahel Mounia Merzouk, parce que c'est là où, en fait, tout a fait sens, d'une certaine manière, parce qu'elle incarne ces trois considérations-là, ces trois problématiques-là, en fait, à elle toute seule. Et ma mère aussi, et c'est pour ça que je parle d'elle aussi au début du livre, quoi. Je crois que le chiffre, c'est dans la première année après la séparation, les mères perdent 20% de pouvoir d'achat ou s'appauvrissent. Exactement. En tout cas, c'est ça, c'est 20%. Ouais. Mais pas les pères. Pas les pères, non. Pas les pères, et d'autant plus que la plupart des pères, en fait, ils ne demandent pas la garde.
au moment de la séparation. Les 3/4, même c'est plus que ça, le chiffre, c'est 80-90% des pères qui ne demandent pas la garde au moment de la séparation. Donc quand les pères ils disent que finalement ils ont voulu avoir la garde, que finalement c'est parce que la mère le voulait absolument, etc., tout ça c'est faux aussi. C'est que finalement la monoparentalité se fait déjà au sein du couple et finalement elle perdure ensuite à la séparation. Donc ça pareil, ça c'est quelque chose qui m'a marqué aussi. Ça je l'ai découvert aussi dans le livre Les idées reçues sur les familles monoparentales qu'a dirigé justement la sociologue Marie-Clémence Lepape. Je savais que le chiffre était important, mais je pensais pas qu'il était aussi important que ça. Et après, pareil, c'est une enquête, c'est que du coup, on a quand même pas des a priori, mais des idées ou des choses comme ça, on a envie de contredire. Voilà, exactement, d'aller vers ce biais-là. Là, par exemple, je m'étais dit, mais comment ça se fait qu'il y a 82% de mères seules parmi les familles monoparentales? C'est qu'il y a bien une raison. Est-ce que c'est parce qu'elles ont obtenu la garde? C'est justement ce que vont dire les pères, c'est qu'elles l'ont obtenue et que les juges sont des femmes. Donc, du coup, des femmes, en plus c'est même pas vrai dans le chiffre, mais en tout cas qu'il y a une majorité de magistrates dans leur tête et qui par conséquent vont être plus favorables aux femmes, ça c'est faux aussi au niveau de la garde, etc. Donc tout ça c'est des questions que j'avais un doute au niveau justement des statistiques et des chiffres, et que finalement il fallait enquêter, regarder des travaux de sociologues qui existaient déjà, qui sont pas forcément mis en avant, encore une fois médiatiquement, etc. Nous, notre travail de journaliste, c'est aussi mettre en avant leurs travaux, je trouve, notamment, et de mettre en avant aussi la parole des premières concernées. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est aussi le fait que elles aient déjà... Enfin, moi, ça m'étonnait pas forcément, mais que quand on dit qu'elles n'ont pas le temps par rapport à leur travail, par rapport à l'éducation des enfants, etc., en fait, elles conscientisent énormément leurs problématiques. En fait, elles les politisent de fou. Ça, je le savais déjà, mais je l'ai su encore plus en enquêtant, en discutant avec elles, que finalement, le récit et la politisation de ce qu'elles vivent, c'est comme ma mère quand je discutais avec elle, en fait. Quand elle parlait de ses problématiques sociales, etc., elle politisait parce que finalement, c'était des problématiques liées à des réformes de l'assurance chômage, liées à la réforme des retraites, à l'allongement de l'âge légal départ à la retraite à 64 ans. Forcément, quand elle en parle, ça l'impacte directement parce que finalement, à 60 ans, elle était déjà en incapacité de travailler physiquement. Donc tout ça fait que ça politise par les premières concernées. Et c'est pour ça que tout le récit, j'ai voulu absolument le faire tenir par elle, les citations, et que ce soit des citations qu'elles racontent un peu leur quotidien, mais que aussi ce soit des analyses qu'elles portent à hauteur pour moi de sociologues qui interviennent aussi. Enfin, je mets un peu tout sur le même tableau, parce que tant ça se complète en fait, et qu'il n'y a pas de sociologue qui vient valider ce que dit une maman seule et vient confirmer, alors que ce qu'elle dit, en fait, ça a valeur tout autant que des chercheurs et des chercheuses. Ce qui peut paraître, évident, en fait, dit comme ça, mais finalement, ça prend tout son sens quand on enquête pendant plusieurs mois, quoi. Tu sais, je te le disais juste avant qu'on commence l'enregistrement, j'avais interviewé Fatima Ouassak il y a 5 ans maintenant. Et c'est vrai qu'elle parlait de cette politisation des mères, à quel point il fallait s'engager. Et on en discutait pendant l'épisode de dire, mais en fait, c'est vrai que c'est tellement facile pour les politiques de ne pas nous écouter juste parce qu'on est occupé à s'occuper des enfants. Donc en fait, on est déjà occupé sur une tâche, on n'a ni le temps ni l'espace pour s'organiser correctement et pour faire valoir nos droits et pour peser dans la balance, alors qu'on est les premières concernées, parce que tout est fait dans cette société pour que on reste au foyer et qu'on n'ait pas le temps d'intellectualiser, ou en tout cas de porter ce message à voix haute. Et c'est encore plus vrai pour une mère qui est isolée. Ouais. C'est ça la grosse contradiction, entre guillemets, c'est que finalement, vu que ça concentre toutes les problématiques possibles et imaginables de genre, de classe et raciale aussi, on pourrait se dire que finalement, ça devrait être elle qui devrait être en tête de cortège de toutes les manifestations, en fait. Mais et comme tu dis très bien, en fait, c'est que tout est fait, effectivement, le capitalisme, le temps de travail, la réduction du temps de travail, toutes ces questions-là, la semaine de 4 jours, etc., elles sont directement concernées par rapport à ça, par rapport à l'école aussi, le fait de pouvoir déposer les enfants à l'école le matin, de négocier avec son patron pour pouvoir le faire. Enfin, toutes ces choses-là, du coup, c'est des questions qui sont structurelles, qui sont globales, politiquement. Et finalement, elles n'ont pas le temps, non pas de penser leur propre émancipation ou leurs problématiques, parce que ça, elles le pensent au quotidien. Elles sont militantes jour après jour, en fait. Comme je disais, enfin, ma mère, on se disait ça entre nous, c'est que la politique, elle est dans la chair, en fait, au quotidien. Ça, j'aime bien avoir cette expression-là, parce que du coup, ça traduit bien ce sentiment. Et finalement, le problème, ça va être plutôt de l'organisation, l'auto-organisation. Effectivement, c'est des mamans qui travaillent aussi dans des secteurs, parfois, qui sont, un peu atomisés, qui sont dans des, j'ai plus le mot, mais pas les entreprises, mais des intérimaires, ça aussi. J'ai plus le nom en tête, mais en tout cas, le travail atomisé, parce que finalement, elles vont travailler dans plusieurs entreprises, c'est ça que je voulais dire, en fait. Et que finalement, pour se syndiquer, c'est aussi plus compliqué.
Par oui, exemple, parce que tout est éclaté. Tout est éclaté, exactement. Morcelé, donc elles ont moins de poids, en fait. C'est ça, exactement. Il y aura des succursales de boîtes d'intérimaires, etc. Et ça, c'est plus compliqué aussi de s'organiser. C'est plus compliqué par rapport au temps qu'elles ont disponible pour, ne serait-ce que se retrouver le week-end, par exemple, parce que déjà, les espaces publics, les bars, les cafés, les choses comme ça, pour se retrouver collectivement, c'est compliqué quand on a des enfants qui sont tout petits aussi, parce que les espaces sont pas adaptés. Donc, rien n'est fait pour qu'il y ait une auto-organisation. Et finalement, la fois où on a pu en parler de manière politique et de manière plus globale, c'est pendant le mouvement des Gilets jaunes. Il y avait beaucoup de femmes sur les ronds-points qui géraient justement les factures, les questions socio-fiscales d'une manière générale, et notamment beaucoup de mères seules et de familles monoparentales, parce que dans les cahiers des doléances, il y avait beaucoup l'expression de famille monoparentale et de mères seules qui revenait dans les cahiers des doléances, en fait, pour que ça change pour elles. Il y a beaucoup de mères seules. Il y avait Ingrid Levavasseur, par exemple, qui était assez connue au début des Gilets jaunes notamment, qui est mère seule. Donc c'est venu à ce moment-là, mais vu que c'était un peu dilué dans la question des Gilets jaunes d'une manière générale, on en a parlé, mais pas suffisamment à leur goût notamment. Et en fait, c'est venu au fur et à mesure une politisation. Il y a eu la collective des mères isolées qui s'est créée à Montreuil. Il y a eu le mouvement des mères isolées par la suite aussi, où justement, elles se sont dit comment on s'organise. On essaie de trouver aussi des temps disponibles, donc parfois le week-end où c'est un peu plus facile qu'en semaine, parce que souvent, en fait, il y a ça qui est important, c'est que les organisations syndicales ou militantes, elles s'organisent parfois à 17h, 18h en semaine. Enfin, toutes les horaires sont même pas adaptés au sein même des organisations de gauche d'une manière générale. Donc déjà ça, il y a un travail à faire aussi là-dessus, sur l'organisation, les manifs, etc. Et de pouvoir en fait se réunir collectivement. Et moi, j'ai été assez frappé aussi la publication du livre et des passages médias que j'ai pu faire. Il y a beaucoup de mamans qui m'écrivent, beaucoup d'enfants de mères seules aussi qui m'écrivent et qui me disent « Ah, on se sent moins seul ». Bah oui, parce qu'en fait, tout est fait pour que finalement on se sente seul, déjà dans sa vie au quotidien, dans l'intime, etc., mais aussi politiquement, et que finalement, j'espère en fait, en tout cas, que c'est grâce à des moments comme ça, que en mettant aussi la focale sur les collectifs qui existent déjà, qu'elle puisse se dire, au moins je peux avoir un relais, discuter avec ces associations-là. Fatima Ouassak, elle parle aussi pas mal de collectifs de quartiers populaires, de mamans, qu'elles soient pas forcément mères seules ou mères en couple d'ailleurs, qui s'auto-organisent suite à la mort de violences policières, au RICS, etc. Donc tout ça, ça existe déjà. C'est plus compliqué de s'organiser, notamment quand on est une mère seule. Mais il y a de plus en plus d'assauts conscientisés, de collectifs qui mènent ces combats-là et qui permettent de les inclure au quotidien. Et d'ailleurs, tu cites, je crois que c'est au Lila, où je me trompe peut-être, dans le 93, où il y a un espace où les enfants vont être gardés. À Belleville notamment. À Belleville, par deux babysitters, pendant que les mères peuvent aller soit manifester et ne pas emmener, exposer leurs enfants potentiellement à des violences policières, ou en tout cas avoir l'espace mental pour collectivement aller se structurer et manifester. Je trouve ça... je trouve que c'est génial de se dire qu'on repense ça aussi dans les milieux féministes, parce que pendant très longtemps, la maternité, la parentalité, ça a été un angle mort du féminisme et on l'intégrait pas, en tout cas dans le mouvement, et donc fallait se débrouiller. Là, il y a des petites choses à droite, à gauche, si je peux en parler, et que ça donne envie, tu vois, aux auditeurs, aux auditrices de créer ça, pour permettre aux femmes d'être déchargées de l'autorité parentale, qu'elle soit comme en on couple dit. ou non, par ailleurs. Voilà, c'est ça. Oui, mais qu'elles puissent avoir juste une vie d'existence elles-mêmes, comme elles ont envie, pendant quelques heures. Oui, c'est l'association La Bulle qui fait ça, mais depuis pas si longtemps que ça, je crois, c'est depuis quelques années à peine. C'est à Rennes, je crois qu'il y a une antenne qui est à Rennes aussi. C'était important de mettre en avant justement toutes ces, j'allais dire ces mesures, mais non, c'est pas des mesures politiques, voilà, c'est ça, mais plutôt ces initiatives, voilà, c'est le mot que je cherchais, comme La Bulle justement qui fait ça, et c'est à la fois en fait pour pouvoir manifester, justement s'auto-organiser entre mamans, ou pas, entre mamans, entre femmes en général, ou entre enfants aussi, justement. Mais c'est aussi une manière de pouvoir avoir du temps pour soi et du temps libre, ce qui manque énormément. Et en fait, même ça, c'est aussi de la politique, parce que, justement, c'est quand on se regroupe qu'on parle de choses politiques. C'est dans les cafés, dans les bars, quand on voit ses copines, ses amis, etc. Surtout que, quand même, l'actualité politique, depuis ces dernières années, est quand même extrêmement riche. Et par conséquent, c'est des choses, je pense que c'est le cas pour toi aussi, mais quand je vois des amis, on parle beaucoup de ça. On sort aussi du cadre individuel aussi, de ce qu'on vit au quotidien, donc c'est vital, c'est extrêmement important. Donc oui, pour moi c'était important de mettre ça en avant, des dispositifs comme ça qui sont pas du tout suffisamment nombreux encore, parce qu'on les connaît pas forcément. Moi je l'ai découvert pendant l'enquête, La Bulle, c'est une copine à moi qui m'en a parlé, je connaissais pas du tout. Quand j'y suis allé, il y avait 4 mamans, c'était une manif au sujet de la Palestine et de la loi sur l'immigration, c'était 1 an et demi, un truc comme ça, il y a 1 an, et il y avait encore pas beaucoup de monde, quoi.
Mais ça commence à prendre son essor au fur et à mesure. D'ailleurs, je dis babysitter, c'est pas vrai parce que ce sont des jeunes filles qui sont diplômées du BAFA. Donc en plus, c'est assez structuré quand même. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elles sont tant stigmatisées, que ce soit dans les médias ou dans l'inconscient populaire, les mères célibataires et comme tu disais, plutôt issues d'immigration postcoloniale? Qu'est-ce qui fait qu'on est à ce point-là à les maltraiter? Je pense parce qu'en fait, elles incarnent tout ce que... par leur essence même, en tant que femme, en tant qu'en plus, quand on rajoute femme des milieux populaires et racisés, elle cumule, en fait, c'est le miroir contraire de ceux qui font les lois, de manière générale, des hommes blancs et bourgeois. Pour le dire assez simplement, en fait. Parce qu'il y a une détestation, mais il y a aussi c'est un mélange de détestation et d'invisibilisation, en fait. Et de mépris. Et de mépris, parce qu'en fait, quand on regarde, par exemple, rien que on va prendre la question de la CAF, justement, des caisses d'allocation familiale, qui sont pensées par les hommes pour les hommes, au niveau ne serait-ce que la pension alimentaire, le fait qu'elle soit défiscalisée pour les hommes et pas pour les mamans, fait que quand elles se remettent en couple, ou pas d'ailleurs, mais plus ou moins qu'elles fréquentent quelqu'un en fait dans leur vie, on va les soupçonner tout de suite de concubinage et par conséquent leur quotient familial à la CAF va augmenter, donc elles vont moins toucher de prestations sociales, des prestations sociales encore une fois qui sont extrêmement basses. Ça je cite les chiffres dans le livre, mais le RSA on le sait c'est 600 € par mois pour une personne seule à peu près, et encore c'est un peu moins. L'ARS, l'allocation de rentrée scolaire, c'est environ 500 € par enfant, ce qui est le coût moyen d'une rentrée scolaire pour un enfant. Et ça a été démontré que cet argent-là, il est dépensé à 99% que pour des fournitures scolaires. Quand bien même il serait utilisé pour d'autres choses, des fringues pour l'enfant, etc. Ça fait partie de la vie pour l'enfant, en fait, ou même de quelque chose. Ça peut être même un PC pour qu'ils aient ça dans la famille, enfin, un moyen de communication. Un PC, justement, pour pouvoir utiliser ensuite des documents administratifs numérisés à outrance dans France Travail, pour la CAF, pour la retraite aussi. Donc tout ça, c'est important, en fait. C'est de l'argent qui va compter. Et quand on sait que le seuil de pauvreté est énorme pour les mères seules, tout ça est lié. Donc voilà, donc tout ça va être fait en sorte que finalement, vu que ça a été fait et pensé par des hommes, et des classes dominantes aussi, qui n'ont pas forcément ce réflexe-là, qui ont encore une idée aussi que finalement, les pères, ils demandent la garde, etc. Ils ont encore ces a priori, comme je disais au départ. Tout ça fait que toutes ces problématiques-là vont être concentrées aux mains de certaines personnes qui vont faire les lois. Le fait que, par exemple, sur la défiscalisation de la pension alimentaire, que ça a été voté à l'Assemblée nationale, mais que ça a été retoqué justement au Sénat. Le Sénat n'a pas voulu. Voilà, le Sénat qui est vraiment la caricature de ce que je viens de dire. De l'homme blanc. Voilà, là pour le coup. Âgé, voilà, âgé. Oui, c'est vrai, en plus, il y a ça aussi quand même, c'est important. C'est vraiment le cliché, quoi, pour le coup. Donc, par conséquent, c'est compliqué. Là, on parlait aussi tout à l'heure, avant que l'émission commence, sur le congé paternité aussi en France, qui est très peu, qui est pas, les mois sont très très faibles. Je crois que c'est 2 mois. 28 jours. Non, paternité, c'est 28 jours. Oui, 28 jours, qu'est-ce que je raconte? Ça serait bien de Oui, ça serait déjà bien, oui. C'est 1 an, je crois que c'est 1 an, c'est dans les pays nordiques. Oui, voilà, à c'est se partager ça. avec voilà, la c'est maman. ça, oui. exactement. Mm-hmm. Donc tout ça, forcément, ils n'ont pas ça en tête, ils ne le veulent pas forcément. Ça, c'est les organisations patronales qui bloquent sur ça. Et patronales, donc du coup que ce soit les politiques ou patronales. Donc forcément, c'est des choses qui font que, par conséquent, il y aura comme tu disais, un mépris aussi qui va se faire. Et en fait, ce mépris-là, d'assistanat, on va dire qu'elles sont gavées d'aides sociales et des choses comme ça, alors que, en fait, la plupart des aides ne sont pas sollicitées parce que c'est trop compliqué pour les avoir. Ce ne sont pas des aides, ce sont des prestations familiales, c'est pas la même chose. Tu le dis, c'est des milliards économisés par l'État français. Ouais, c'est des milliards, que des exactement. gens n'ont pas les codes et ne savent pas solliciter. C'est ça, c'est des milliards pas sollicités. Par rapport aux 100 milliards estimés de fraude fiscale, c'est rien du tout. Des riches, exactement, c'est vraiment rien du tout. Et parmi ces prestations sociales-là, déjà, il y en a beaucoup que, comme là on disait, ils ne sont pas sollicités. Mais aussi, le problème, c'est que finalement, ces prestations, elles sont très faibles aussi. Enfin, là, il y a un fantasme aussi sur leurs chiffres. C'est pas 2000 €, j'entends pas. Enfin, on voit ça parfois dans les réseaux sociaux, etc. Mais même les médias, en fait, véhiculent ça, les débats qu'il peut y avoir dans certaines chaînes de télévision, CNews, mais pas que. Sur France 2, BFM, parfois, il y a des clichés qui sont véhiculés de la sorte par une méconnaissance aussi des questions socio-fiscales de la CAF, etc., du fonctionnement aussi. Tu veux dire qu'on a des confrères, des consoeurs qui font pas bien leur travail? Oui, voilà, exactement. Qui le font mal, qui sont pas renseignés, puis qui ont des a priori par rapport à leur classe sociale aussi, etc. Enfin, donc voilà, tout ça est corrélé en fait, et est très important. Et pour revenir sur les prestations
familiales déjà qui ne sont pas sollicitées. En fait, parmi quand on parle de fraude sociale, c'est le terme qui est utilisé, finalement les 3/4 de la fraude sociale, estimée en tout cas à quelques millions d'euros à peine, c'est plutôt des réseaux mafieux organisés, et c'est pas du tout la mère seule qui va tricher, etc. Enfin, tout ça pareil, c'est assez documenté, mais malgré le fait que ce soit documenté, il y a un imaginaire qui est puissant, en fait. Et l'imaginaire, ça je le raconte dans le livre, il a déjà été véhiculé aux États-Unis, c'est la Welfare Queen, par Ronald Reagan, la femme noire assistée, mère seule qui a plusieurs enfants et plusieurs prestations sociales, etc. Lui, il a véhiculé cet imaginaire-là pour justement sucrer des prestations sociales liées aux veuves de guerre, notamment. Et ensuite, du coup, forcément, la population, celle qui se dit qu'elle a le travail pendant que d'autres sont assistés, elles vont se dire, finalement, c'est tout à fait légitime, en fait, que ces personnes-là, ces femmes-là n'aient pas de prestations sociales. Sauf qu'en fait, eux-mêmes, ils vont être touchés par ça. Eux-mêmes, ça va les toucher ensuite, par ailleurs, quand ils sont au chômage. C'est quand même on arrive à grosso modo 6 à 8 millions de personnes qui sont au RSA, au chômage quand on compte les catégories A, B et C, et D aussi par ailleurs. Donc ça fait énormément de personnes en fait, pour 600 000 emplois non pourvus en France. Ça c'est les chiffres aussi de la DARES par exemple, du ministère du Travail. Donc c'est pas des chiffres qui sont de sites obscurs ou je ne sais quoi, c'est des chiffres qui sont sous nos yeux. Mais le mythe il est quand même très puissant, parce qu'en fait il arrange beaucoup de personnes, il arrange les classes dominantes, il arrange les hommes aussi par rapport à la pension alimentaire. Ils vont encore fantasmer le fait que soit il la donne, alors que 2 pères sur 3 la donnent pas. Enfin la donne, mais sur les 2 pères sur 3, il y en a beaucoup qui donnent un chiffre, un montant qui est très faible, ou alors il la donne une fois sur 2, qui cachent leur revenu aussi, qui se rendent non solvables, etc. Donc tout ça, ça les arrange en fait. Donc c'est pour ça que la mère isolée, elle cristallise tout, elle cristallise de la domination masculine, le patriarcat, ça arrange la bourgeoisie aussi par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur la fraude, etc. Comme ça, on parle pas de la fraude fiscale, on va parler de la fraude de la maman toute seule. Et puis aussi, par rapport au racisme d'État, etc., ça va arranger tout ce qui est violence policière, etc., comment dire, contrainte et sociale, et le fait qu'on va réprimer les enfants de mères seules plus que réprimer la délinquance en col blanc. Voilà, tout ça, ça arrange. Voilà, c'est ça qui est très documenté, parce que quand on parle de 100 milliards de fraude sociale, de fraude fiscale, certes, le dispositif politique et législatif est fait pour que ce ne soit pas considéré forcément comme illégal, mais en fait ça l'est forcément, parce que du coup ça fait moins d'argent dans les caisses de l'État pour ensuite l'école, etc. Et voilà, enfin bref, ça c'est plutôt de manière globalisante, mais c'est pour montrer que les mères isolées, ça cristallise toutes ces problématiques-là, et voilà. Et qu'on a tout intérêt à les stigmatiser pour ne pas s'intéresser aux vrais problèmes. problèmes. Tout à fait, c'est exactement ça. Tu sais, en lisant ton livre, juste à la lecture de tous les acronymes, de toutes les prestations qu'on peut solliciter ou non, de toute la paperasse qu'il faut faire, rien qu'à la lecture, je me suis sentie submergée, et pourtant j'ai les codes, et pourtant je suis éduquée, et je me dis mais c'est un parcours du combattant, mais quotidien pour ces femmes-là, de devoir justifier en permanence leur situation amoureuse d'ailleurs, de devoir demander à droite à gauche de l'aide auquel elles ont droit, de devoir justifier qu'elles y ont droit. Mais en fait, c'est une charge. On parle même plus de charge mentale, là. C'est une charge administrative qui est. C'est pour ça que je dis, quand je lis l'intro, ça fait mal au ventre. On les épargne jamais. Oui, alors que. Les mères que j'ai interrogées souvent me parlent de surcharge mentale pour montrer que c'est une grosse accumulation. Et par opposition, on va avoir une image totalement biaisée et contraire à ça, en fait. Là, sur la CAF, par exemple, moi, j'avais enquêté sur le fait que pour une simple un document administratif oublié, ou des choses comme ça, souvent d'ailleurs, c'est la CAF ou France Travail aussi, on appelle ça les indus, quand ils payent une somme un peu plus que prévu, finalement, ils demandent un remboursement, ou alors des fois, c'est plutôt eux qui se sont trompés, donc ils demandent un remboursement, mais qui est injustifié, et du coup, le remboursement injustifié, il faut aller le démontrer, ça prend des mois, et c'est très compliqué. Tout a été dématérialisé aussi. Dans ces instances-là, il n'y a plus de guichets, même en Ile-de-France, etc. Donc c'est encore plus compliqué de se battre aussi pour ses droits, en sachant qu'encore une fois, on revient sur l'absence paternelle, parce que la pension alimentaire, l'absence, etc., qui n'est pas un revenu pour la mère, c'est ce que disent les pères, justement, pour ne pas la payer. Et c'est ce que pensent aussi certains hommes politiques pour ne pas, justement, faire en sorte qu'elle soit défiscalisée pour les mamans. C'est qu'en fait, c'est de l'argent en moins, du coup, pour les enfants et pour l'éducation des enfants. Donc par conséquent, en fait, on veut que ces mères, en fait, elles ne soient pas autonomes et indépendantes. En fait, on veut qu'elles soient dépendantes soit des hommes, soit de l'État,
soit de leur travail. Mais en fait, l'émancipation, en fait, elle devrait être totale, en fait. C'est à la fois des hommes, donc pas le concubinage, etc., font ce qu'elles veulent, et les nouveaux hommes ou femmes qu'elles rencontrent, c'est pas forcément des personnes qui auront des droits sur leurs enfants. C'est ce que me dit Sarah Le Bailey quand elle me dit qu'on est mère isolée jusqu'à la mort. Ça revient, ça répond à cette question-là. Finalement, en fait, l'émancipation devrait être totale. C'est que même l'État, c'est un problème, en fait, qu'elle devienne en fait dépendante d'une certaine manière de l'État et de la pression qui est exercée sur elle aussi du document oublié pour avoir 100 ou 200 euros de plus d'APL pour leurs enfants. Ça aussi en fait c'est pas normal. Normalement elles devraient être émancipées comme tout le monde et surtout elles de leur travail, de pouvoir négocier leur temps de travail davantage, d'être mieux payées. En fait, c'est pour ça que du coup c'est des questions socio, fiscales, etc. qui sont plus larges que ça. C'est de pouvoir bénéficier d'un logement décent, que ce soit pas quelques propriétaires bourgeois qui possèdent les 3/4 des logements à Paris et plusieurs logements et qui se font de l'argent comme rentiers sur sur les loyers. C'est qu'il y ait plus de logements sociaux en France aussi et qu'elles deviennent plus facilement propriétaires. Donc en fait, c'est pour ça en fait que du coup les questions très précises de pension alimentaire, d'ASF aussi, d'ARS là sur l'allocation de rentrée scolaire, donc tous les acronymes comme tu disais justement. Ouais. Voilà cette question-là qui les embourbe en plus dedans, qui leur met une charge supplémentaire, un stress supplémentaire aussi. En fait, notamment, l'idéal, en fait, c'est de s'émanciper de tout ça. Mais du coup, s'émanciper de tout ça, ça voudrait dire remettre à plat, en fait, toutes les questions de société, de manière générale, en France, en fait. Ouais, tu vas nous en parler à la fin. Tu donnes quelques pistes pour Oui, essayer d'améliorer leurs conditions, même si quand j'ai lu tes pistes à la fin, on a dû travailler pour y arriver. Il y a quelque chose aussi dans ton livre que j'avais déjà conscientisé, mais qui est assez frappant, c'est que tu parles de ce féminisme blanc, bourgeois et libéral qui en fait omet les mères célibataires issues de l'immigration notamment, et t'explique qu'en fait ce féminisme-là, il est problématique. Et je pense qu'on est beaucoup à pas se rendre compte, je pense, et c'est un privilège de ne pas s'en rendre compte. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette mécanique-là, elle empêche les mères célibataires de casser ce vrai plafond de verre qu'elles ont ? Bah oui, ça c'est plutôt dans le dernier chapitre que j'aborde cette question-là, la question de l'imbrication entre mouvement féministe et mouvement des mères isolées ou mères isolées d'une manière générale. Comment justement les deux collectifs, et notamment le mouvement des mères isolées qui est très présente justement, enfin en tout cas sont très présentes pendant les manifestations, notamment la journée du 8 mars, mais pas que, pour justement imposer cette idée-là. En fait, le truc, c'est que vu que le féminisme a été aussi, comme tu dis, blanc bourgeois, d'émancipation par rapport à la famille, par rapport aux valeurs traditionnelles, par rapport à l'émancipation dans le couple, par rapport à la figure paternelle, etc., on a oublié un peu la question des mères seules pendant ces 30 dernières années, en fait. Alors que depuis les années 70, la génération du divorce, de la séparation, etc., en fait, le nombre a grossi, juste pour en arriver jusqu'à plus de 2 millions de femmes, justement. Et vu que c'était invisibilisé, parce que, comme on disait tout à l'heure, le fait de ne pas pouvoir s'organiser, de ne pas avoir le temps de le faire, aussi de pas honte sociale. Il y a beaucoup de mamans qui m'ont dit j'ai pas envie d'être vue comme une mère isolée. Et on revient sur les stigmates et les clichés médiatiques ou politiques sur la mère seule, assistée, etc. Donc il y a beaucoup de mamans qui refusent de rejoindre par exemple le mouvement des mères isolées, etc., en se disant que non, elle veut pas se voir comme ça, mais pas forcément par mépris pour d'autres mamans, c'est plus pour relever la tête en fait. Parfois on regarde plus pauvre que soi aussi pour se dire que nous ça va. C'est un peu une défense psychologique aussi. Donc plusieurs mamans qui sont parfois cadres par exemple et qui ont des problématiques liées à leur genre, le fait que leur ex-conjoint soit été violent, soit il paye pas la pension, etc. Mais elles vont moins avoir des problématiques liées à leur classe sociale ou à leur couleur de peau, mais elles vont vivre ça, mais elles vont se dire non, moi j'ai pas envie je comprends le combat, mais par contre j'ai pas envie d'y participer. Donc par conséquent, pendant ces 30 dernières années, les mouvements ont mis du temps à prendre en fait, à s'auto-organiser, etc. Là c'est de plus en plus le cas parce qu'on le médiatise de plus en plus, les collectifs existent de plus en plus, comme on disait aussi tout à l'heure, mais ça a mis du temps, et aussi parce qu'il y a une espèce de méfiance de la maternité d'une manière générale, qui se comprend tout à fait en fait, parce que là il y a de plus en plus d'accès à la PMA aussi, d'être mère toute seule, pour éviter et d'anticiper justement toutes ces problématiques liées au conjoint, à la chute sociale ensuite. Donc c'est comme si en fait on les anticipait directement. Donc tout ça, ça commence à émerger en fait. Il y a cette question-là de la mère seule par choix, mais c'est pas vraiment par choix finalement, c'est aussi par conséquence en fait. Ouais, voilà, ça peut être par choix, mais comme exactement. Et ça aussi, moi, en réfléchissant, en travaillant, en discutant, etc., j'ai mieux compris que ça pouvait être aussi justement lié à une conséquence, etc. Donc moi aussi, j'ai des biais en tant qu'homme, évidemment. Donc ça, j'en parle un peu dans le livre aussi, et on le ressent, j'imagine aussi. Et par conséquent, moi, j'ai appris des choses comme ça par rapport à la PMA, par rapport au choix qui n'est pas vraiment un choix, et que tout ça, la médiatisation de cet aspect-là de mère seule par PMA, mais aussi
tous les collectifs que je cite dans le livre, que je mets en avant dans le livre, tout ça fait que ça commence à venir aussi dans les mouvements féministes. Et puis le dernier point, c'est que c'est un féminisme aussi qui peut avoir comme angle seulement le genre, seulement par exemple les violences sexistes et sexuelles, et pas les questions socio-fiscales, pas le logement et des choses comme ça, mais qui sont corrélées en fait, parce que le fait de pas pouvoir trouver un logement ensuite, ça concerne beaucoup de femmes, même quand on est cadre, et en fait son mari était quand même plus aisé et encore une fois il avait plus de patrimoine, etc. Parfois c'est lui qui restait dans le logement parce que c'était lui qui était propriétaire, donc c'est à la maman qui est certes cadre mais qui doit trouver ensuite un logement, donc il se heurte aussi à la problématique des logements sociaux ensuite. Donc en fait c'est pour ça que l'intersection, c'est important d'avoir toujours ça sous les yeux en fait, en tête, parce que du coup ça permet de mieux comprendre, mieux considérer que nous-mêmes aussi en tant que femmes cadres, on peut tomber ensuite dans la pauvreté et parmi les classes ensuite populaires largement. Donc tout ça est lié et effectivement moi en enquêtant et en voyant le mouvement des mères isolées qui rechignait, qui disait mince, dans les manifestations notamment le 8 mars, on parle pas de la CAF, on parle pas de la réforme du RSA, les 15 heures hebdomadaires pour les mamans, on parle pas de la pression socio-fiscale pour ces mamans-là, ou alors à la marge, et il faut qu'on en parle plus en fait. Mais là ça commence à venir. Là elles me disent que il commence à y avoir des dialogues qui se font avec des collectifs comme Nous Toutes, etc. Et moi je vois à travers elles aussi que finalement c'est des questions qui commencent à venir sur le devant de la scène. Mais voilà, pendant ces dizaines d'années, c'est que oui, vu que la maman était déjà atomisée par rapport à son travail, l'éducation, etc., et que l'émancipation féminine était vue sous le prisme libéral aussi de travail, etc., donc de féminisme plutôt bourgeois, CAC 40 entre guillemets, c'est-à-dire on veut l'inégalité salariale, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, mais avoir 6 000 euros, mais exploiter derrière des femmes racisées qui font le ménage. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça en fait. C'est plutôt une égalité salariale, mais dans une classe sociale en fait. Du coup. Et forcément, ça va reproduire ensuite des méfaits sur les classes populaires dans le pays, les femmes gilets jaunes et les mères seules des quartiers populaires comme la maman de Naël ou ma maman aussi, quoi. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que finalement, ça commence à venir s'imposer sur le débat public, en fait. Et puis, tu le dis dans le livre, tu as interviewé Rachel Keke, qui a été députée pour la France Insoumise et qui, si vous ne connaissez pas son histoire, elle a été femme de ménage dans un Ibis au Batignolles. Elle a été en grève pendant des années. Elle a réussi un petit peu à mettre la lumière sur cette cause-là. Et elle aussi, à l'Assemblée nationale, elle a porté ces questions-là avec un regard de terrain pour montrer que ce débat, il doit se déplacer et ne pas déjà être relégué à rien du tout, parce que c'est aussi un débat dont on ne parle pas à l'Assemblée. Et le fait qu'on ait des députés, pas que elle, mais voilà, qui portent ces sujets-là aussi, c'est important. Complètement. Mais en plus, Rachel Keke, ça incarne bien ce qu'on disait précédemment. C'est que finalement, par rapport à son patron, et plusieurs patrons, parce qu'il y avait l'Hôtel-Ibis, mais il y avait des succursales, etc., c'est qu'elle n'aspire pas à devenir patronne et reproduire les mêmes choses contre d'autres salariés ensuite en ayant cette position de pouvoir-là. Donc c'est vrai qu'elle est vraiment, par conséquent, vraiment l'intersection par rapport à son travail, par rapport à sa couleur de peau aussi et par rapport à son statut, à son genre aussi. Parce que justement, elle me parlait de son ex-conjoint qui, au départ, il n'avait pas beaucoup d'argent, milieu populaire, immigré aussi comme elle assez tardivement en France. Et du coup, quand ils n'étaient plus ensemble, c'est elle qui avait la garde, qui l'a demandé. Lui, il l'a pas demandé. Comme je disais tout à l'heure, les papas ne demandent pas la garde beaucoup. Mais elle avait un tout petit peu d'empathie pour lui, sans forcément culpabiliser. Parce que ça, d'ailleurs, le mot culpabilité, évidemment. Chez les femmes, oui. Voilà, déjà, et les mamans encore plus. Oui, voilà, c'est exactement. Ça, c'est quelque chose qui revenait vraiment tout le temps, le mot culpabilité de la part de toutes les mères isolées. Et au départ, lui, il dormait, je crois, dans sa voiture. Enfin, c'était assez compliqué pour lui et compagnie. Mais dès qu'il a su qu'elle était députée, tout de suite, là, il était quand même en mode, maintenant tu peux te débrouiller en fait avec les 5 enfants, t'as de l'argent, etc. Voilà, elle a 5 enfants. Et du coup, maintenant c'est bon, quoi. Donc voilà, il y a la classe, la classe sociale et la question raciale les rapprocher au départ, en fait, et peuvent les rapprocher. Mais tout de suite, la question du genre, en tant qu'homme, hop, là, revient au galop, et finalement... Voilà, prédomine tout le reste. En fait. Exactement, ça prédomine. Et là, notamment dans ce cadre-là, finalement, ça fait un tout, quoi. Et je te disais le fait qu'une députée mette en lumière, ça aide aussi. C'est essentiel parce que du coup, on parlait de ça. Et en fait, dès qu'il y a eu les révoltes urbaines, Rachel Keke, ce qu'elle a voulu faire, c'est faire une tournée des quartiers populaires dans toute la France. Pour parler de la question des révoltes urbaines d'une manière générale, des inégalités aussi, des chiffres que c'est bien important de rappeler aussi par rapport aux jeunesses des quartiers populaires, c'est qu'il y a 20 à 30% de chances en moins de trouver un travail et un logement aussi. Donc les enfants, quand ils se révoltent comme ça, c'est pas que sur les morts
les personnes mortes de la police, notamment des jeunes comme eux. C'est aussi les questions économiques et sociales, etc. Enfin, c'est un tout, comme d'habitude. Donc Rachel Keke, ce qu'elle a voulu faire, c'est ça, faire une tournée des quartiers populaires, des maires aussi dans la ruralité, ça on en reviendra juste après j'imagine, et dans les quartiers populaires d'une manière générale. Et en fait, c'était pas que les maires seuls, c'était aussi les maires d'une manière générale. Elle est justement documenter ces questions-là, parce qu'elle est première concernée là-dessus. Elle les porter ensuite à l'Assemblée nationale. Donc son idée, c'était vraiment ça, de faire du terrain pendant toute l'année, d'aller prendre en fait le pouls des discussions, tout ce qu'elle pouvait, et puis les mettre en avant ensuite, faire des propositions de loi en partant de l'expérience vécue en fait, et de pas taper à côté, quoi. Et c'est quand même très essentiel de faire ce pont-là entre le terrain, les manifestations, le travail à l'Assemblée nationale. Donc malheureusement, elle n'a pas été réélue l'année dernière. J'espère qu'elle le sera une autre fois. Mais voilà, c'est un travail essentiel. En fait, ça devrait juste être le travail des députés, non? Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que les députés... vivent. Les 3/4 des députés, c'est les classes dominantes, quoi. Oui, c'est pas du tout les milieux populaires. Donc par conséquent, ils vont voter des lois qui vont leur ressembler et qui vont leur être favorables, quoi. Dans le livre, tu parles beaucoup des mamans isolées, mais tu braques aussi la lumière sur les conséquences sur les enfants. Et tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est qu'on parle de 2 millions de familles monoparentales, mais ça fait bien plus de millions d'enfants qui sont concernés par ça. Et j'ai trouvé que c'était passionnant, ton enquête sur ces enfants-là. Tu décris donc ces enfants qui sont souvent adolescents, qui ont une maman célibataire et qui donc ont beaucoup de responsabilités, voire qui sont quasiment coparents avec leur mère. Il y en a, ils gèrent les enfants quasi toute la journée, les frères et sœurs, et qui sont par contre infantilisés à l'école, au collège. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, dont on n'entend jamais parler, de cette double casquette pour eux, qui est très difficile à gérer. À vivre, parce qu'au quotidien, comme tu dis, ils ont beaucoup de responsabilités dans le foyer. On va leur faire confiance parce que la maman ne va pas avoir le choix que leur laisser les clés le matin ou des choses comme ça, très concrètes pour le coup. Et à l'école, ils vont revenir dans un cadre où il y aura une hiérarchie très forte, on va pas leur donner beaucoup de responsabilités, on va pas beaucoup leur faire confiance, on va même les mépriser leur maman pendant les réunions parents-prof, comme quoi peut-être qu'elle n'éduque pas suffisamment bien les enfants, ses enfants, comme quoi ils peuvent être un peu dissipés aussi, alors qu'en fait ils font preuve d'une grande maturité en fait, très précoce, qui peut se retourner contre eux, qui peut être problématique aussi parce que leur donner trop de maturité, c'est compliqué aussi en fait, parce que forcément ils ont envie d'être enfants. Et justement, il y a une personne que j'ai interviewée aussi, une fille de mère isolée, et qui me disait très bien que c'était beaucoup de responsabilités à un moment où elle voulait vivre aussi son adolescence et pas être, comme tu dis, coparente justement. C'est souvent des filles notamment, et les aînés, qui vont prendre la charge mentale du foyer en fait, parce que naturellement, c'est pas naturellement évidemment, mais c'est socialement construit. La maman en fait, elle va laisser les clés plus à sa fille, par transmission, en fait, maternelle et fille, plus confiance, et puis l'enfant, garçon, on va plus l'éduquer différemment. Ça paraît, je vais dire, des généralités qu'on connaît un peu plus maintenant, mais on va l'éduquer de manière un peu plus autonome, libre, il pourra faire un peu plus ce qu'il veut, etc. Moi, c'était mon cas, d'ailleurs. Je pouvais faire un peu plus par rapport à mes sœurs, je pouvais un peu plus faire ce que je voulais aussi. On va l'éduquer de manière un peu plus aventureuse, etc., mobiliser un peu plus leur imaginaire et compagnie. Et ça, je l'ai remarqué chez moi, mais chez aussi cette personne-là que j'ai interviewée dans le livre, qui a préféré être anonyme, et qui l'a vécu comme quelque chose qui était très important pour elle dans son développement, du coup plus tard en mode maturité importante, etc. Mais sur le moment, un peu plus compliqué. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est pas mon petit frère? Si c'était mon petit frère qui était le grand frère et moi l'inverse, je sais très bien que c'est quand même moi qui aurais beaucoup de charges une fois que je serais un peu plus grande. Vite, on l'aurait fait en sorte que ce soit pas lui. Les garçons ont beaucoup aussi de charges mentales, évidemment, mais c'est les filles qui en ont beaucoup plus. Qui ont le care, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais les garçons peuvent en avoir aussi, mais moins, en fait. Beaucoup moins parfois, et en fonction de l'âge aussi. Et à l'école, effectivement, ça va être conflictuel parfois aussi. C'est des médiateurs et des médiatrices, en fait, dans les écoles, qui est un nouveau métier qui existe depuis quelques années maintenant, et qui fait en sorte de créer justement des médiations quand il y a des conflits à l'école, en fait, entre les parents, les profs, les élèves, et m'expliquer justement que, il y a beaucoup d'enfants, de mères seules, qui réagissent différemment à l'autorité, qui vont être un peu plus dissipés, qui vont être un peu plus contestataires parfois. Ils vont pas comprendre, parce que comme je disais, je vais peut-être le répéter au cas où, mais c'est vrai que le grand paradoxe du foyer familial et ensuite à l'école est quand même extrêmement violent, et on en parle très 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 peu. Et il y a l'autre truc aussi qui est important, c'est que souvent les mamans, elles me disaient, mais en fait nous, nos enfants, certes,
on se dit qu'on leur fait confiance, etc. Mais il y a une vie qu'ils vivent en dehors, on ne sait pas du tout ce qu'ils vivent, et d'autant plus quand on est toute seule et qu'on galère avec le temps de travail, etc. On sait encore moins ce qu'ils font à l'extérieur de l'enceinte de l'école, et notamment quand, forcément, parfois, l'autorité, ça peut être un peu plus compliqué, parce que ils ont beaucoup de maturité aussi à la maison. Donc ça, le fait qu'il y ait une vie en dehors, une vie dedans, et qu'ils n'aient pas forcément de regard dessus, ce qui est normal aussi, parce que les enfants, c'est pas forcément ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, mais là d'autant plus en fait, parce que forcément si elle rentre hyper tard le soir, il y a quand même quelques heures où on sait pas du tout quoi, ce que fait, s'il est vraiment à l'école ou pas, s'il est vraiment à la maison, s'il s'occupe du petit frère ou pas, enfin du coup tout ça est une charge mentale, et pas que charge mentale, mais aussi une pression. Une pression en fait, oui c'est ça en fait, mentale, de toujours avoir déjà une culpabilité encore une fois, mais aussi d'être au travail et de se dire mince, qu'est-ce qui se passe. Je vais prendre juste une petite anecdote par rapport à justement une personne que je cite qui est infirmière au quotidien dans ce passage-là, sur la charge mentale des filles, des enfants et notamment des filles. Elle me disait, mais moi quand j'allais à l'hôpital, finalement que mon fils de 5 ans était encore à la maison et qu'il devait un peu s'occuper tout seul, quand justement sa sœur était déjà partie à l'école et avait un examen ou une chose comme ça, il était malheureusement tout seul à ce moment-là. Elle me disait, quand j'arrivais à l'hôpital, en fait, ce que faisaient les mamans en général dès qu'elles avaient une pause, c'était pas s'allumer une clope ou prendre le café, c'était prendre le téléphone portable et tout de suite d'appeler à 10h du matin ou à 11h, quelque chose comme ça, à la maison si tout se passait bien et si il avait bien éteint le gaz ou des choses comme ça avant de partir, quoi. Et ce que tu vois, on disait que c'est des coparents, mais c'est parfois même ces adolescents, c'est des parents à temps plein, enfin même les principaux parents, parce que tu décris des situations de mères qui sont tellement sous pression financière qu'elles enchaînent 3 jobs dans la journée, qu'elles partent à 5h du mat, qu'elles reviennent à 21h. Ouais. Et dans toute cette journée-là, c'est le grand frère ou la grande sœur qui s'est occupé des plus petits et qui a tout géré de A à Z, en plus de son travail au collège ou au lycée, et qui subissent des pressions aussi intense, je me dis, de stress. Parce que un petit de 5 ans, moi, quand on est à la maison, c'est pas simple de s'occuper de tout petit. Quand toi, t'as juste envie d'aller rigoler avec tes potes et pas faire tes devoirs. Ouais, non, mais carrément, c'est extrêmement frustrant. Et puis rien que pour pour son suivi scolaire aussi, pour les examens, pour l'école, pour la fatigue aussi que ça accumule. Sur l'éducation nationale, on connaît les chiffres sur le fait que ça reproduit beaucoup les inégalités sociales, etc. On les a vachement en tête avec l'Observatoire des inégalités, etc. Mais pour le coup, oui, c'est un truc qu'on dit pas assez. C'est comme si on empêchait de vie privée en fait, alors que c'est à ce moment-là qu'on se construit aussi en fait. Et justement la fille que j'avais interviewée par rapport au concept de coparentalité qu'elle a voulu mettre en avant très justement par ailleurs, finalement effectivement c'est comme si on t'enlevait elle me disait ça, on m'enlevait une jeunesse en fait, imposée, et parce que en fait le suivi n'est pas fait derrière, parce que en fait sa mère se retrouve en galère, mais parce que en fait, parce qu'à cause du père initialement, parce qu'à cause du marché du travail initialement, à cause de l'État initialement, et du coup finalement c'est la cellule familiale qui va se retrouver en difficulté, parce que l'école va pas forcément les aider non plus, parce qu'il y aura des profs qui sont pas remplacés, parce qu'il manque des surveillants scolaires aussi pour par exemple... C'est pas qu'il manque des surveillants scolaires, il en manque, mais surtout le statut est catastrophique, ils sont très très mal payés, on appelle ça les AED. Les AED c'est très important aussi pour pouvoir surveiller les gamins. C'était les pions exactement pour les enfants après 16h ou après 17h, pour les mères isolées, etc. Et qu'ils aient un salaire qui soit à la hauteur de leur investissement aussi. Souvent les AED ils créent une complicité aussi avec les enfants de mères seules. Justement c'est pas pour rien que c'est des médiateurs et des médiatrices qui sont assez relativement jeunes aussi, qui font ce métier-là, qui m'ont confié tout ça sur... la responsabilité des enfants, et quand ils sont de mères seules et quand ils arrivent à l'école, finalement, ils ont une autorité, ils ont du mal à... Voilà. C'est pas pour rien que ce soit des AED ou des médiateurs et des médiatrices qui m'en parlent. Parce qu'ils ont un contact permanent avec les enfants et en dehors du cadre d'enseignement, en fait, qui est beaucoup plus vertical du coup, beaucoup plus excluant, où là il faut avoir du capital, parfois bourgeois, etc., de connaissances véhiculées par les parents, où ça va être plus compliqué pour eux. C'est vrai que ça fait une alternative où ils peuvent plus se libérer en fait et parler. Voilà. Ma petite sœur par exemple a été AED pendant plusieurs années, et ça elle l'a ressenti avec des enfants qui se confiaient plus à elle, et notamment aussi des enfants de mères seules, parce qu'en plus ils avaient, un penchant, pas forcément, encore une fois, naturel, c'est le mot que je dis à chaque fois qui n'existe pas, mais bon, voilà. Un penchant plutôt instinctif, socialement construit, qui est plus long à dire, mais qui est beaucoup plus juste, mais instinctif, d'aller voir, justement, exactement, et plus âgés, en fait, aussi. Plus âgés, en fait, qui sont AED, etc., et avoir une complicité qui va se faire, et de compréhension mutuelle, davantage qu'avec des enfants de leur âge aussi. Tu vois, quand tu t'expliques tout ça, je trouve ça fou, la mécanique.
hyper discriminante où on va stigmatiser les enfants de mères célibataires qui vont traîner dehors, comme est le titre de ton livre, ou qui vont avoir une liberté extérieure. Ouais. Alors que pour quelqu'un comme moi, ça va être valorisé. Moi, j'ai eu beaucoup de liberté petite et on n'a jamais stigmatisé mes parents. On a plutôt dit, ouais, tu lui fais confiance, tu la mets dans une situation où elle va pouvoir se débrouiller. Tu vois, j'ai jamais ressenti le poids de la société comme quelque chose où j'étais une gêne pour l'espace public. Ouais. Au contraire, j'étais valorisée. Et mes parents n'ont jamais été inquiétés parce qu'on m'a donné de la liberté. Alors que quand tu es issu des quartiers populaires ou que ta mère elle cumule 3 jobs, là, on va dire que tu es un parent défaillant. Tu vois, je trouve que c'est à double tranchant et c'est fou. En fait, on va inverser la charge de la responsabilité. C'est pour ça que je dis que c'est l'État qui criminalise les mères seules et leurs enfants et pas le contraire. C'est la situation sociale dans laquelle ils se retrouvent indépendamment de leur volonté qui fait que ça peut être plus compliqué aussi, qui fait que les mères seules elles peuvent se retrouver confrontées à l'aide sociale à l'enfance, malgré elles aussi, parce que le père n'est plus là, etc. Donc toutes ces choses-là font que, effectivement, on va inverser la donne. Sur l'ASE, par exemple, on va avoir, ça va être plus facile, en tout cas, d'éduquer ses enfants d'un milieu privilégié. Parfois non, d'ailleurs. On l'a vu avec le fils d'Éric Zemmour aussi, qui a eu pas mal de problématiques avec la police et la justice. Je cite dans le livre précisément. Et Nadine Morano, que tu cites et aussi. Le fils de Nadine Morano. Il y a le neveu de Bruno Retailleau aussi, en 2018, qui volait des avions. Des avions. Ouais, qui volait des avions et qui avait un problème mental par rapport à ça et qui s'est suicidé ensuite. J'ai découvert ça assez récemment. Mais ça n'a pas fait le haine de la presse qui initialement volait plein d'avions. Enfin, c'est quand même, c'est pas des trottinettes quoi qui volaient, c'est bizarre. Bref, effectivement, eux, on va pas dire qu'ils sont parents défaillants. Déjà, premièrement, c'est l'enfant qui aura un problème ou il y aura. Oui, voilà, quelque les gens chose, vont psychologiser davantage et parfois à raison, hein. Non, évidemment. bien sûr, mais carrément. on va mettre la focale que dessus. Oui. Voilà. Et alors que pour eux, ça peut être compliqué aussi, en fait, d'éduquer des enfants de manière générale, enfin, quand même. N'importe qui, un peu moins dur en fonction de ta classe sociale, mais dur aussi, en fait. C'est toujours dur d'être parent. Voilà, clairement, c'est majoré par la condition sociale. Exact, tout à fait. Mais eux, c'est vrai qu'on va pas les accuser, parce que les accuser, c'est en fait les accuser politiquement, en fait, ce que ça traduit comme inégalité sociale qu'on veut pas remettre en question, parce que c'est remettre en question nos propres privilèges, en fait. Donc c'est pour ça que la question de la mère seule et des enfants sur le fait que les enfants, on a l'expression le laisser traîner, etc., qui est dévalorisante. C'est justement pour mieux les responsabiliser, elles, plutôt que l'État et le capitalisme, en fait. C'est ça, c'est que il faut pas laisse pas traîner ton fils, mais nous, les classes blanches et plutôt bourgeoises, on va être valorisés dans cette autonomie qu'on nous a permis et qui fait qu'on est des adultes plus responsables et plus matures. Oui, exactement. Alors qu'on fait la même chose. Pour des deals, des problématiques liées à la drogue, à la cocaïne, etc. Ça c'est le cliché, mais des personnes blanches, bourgeoises de Paris qui en consomment ou qui en ont sur eux dans la rue, ils vont pas être contrôlés. Alors qu'ils en ont. Alors qu'on sait que dans le 16e arrondissement de Paris, il y a quelques trafics. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, et ça se répercute évidemment sur la question parentale, défaillance, etc. On va mettre la focale plutôt sur ces familles-là des milieux populaires, quoi. Alors, tu t'es beaucoup intéressé aux milieux populaires dans ton livre, mais tu as quand même pris le parti d'aller voir dans la France entière, et notamment les campagnes, les territoires isolés français, parce qu'il y en a. Et tu fais témoigner une maman qui est très isolée. Et là, il y a d'autres mécaniques qui se mettent en place pour ces mères isolées. Elles sont confrontées à d'autres problèmes. Et notamment, il y a beaucoup plus de violence envers elles au final. Ouais. Alors en fait, par rapport, c'est un chapitre en fait qui est effectivement dédié aux mères isolées en milieu rural. Finalement, je me disais, est-ce que tu parles que des quartiers populaires dans ton livre ou est-ce que, parce que justement, tu as un chapitre qui est dédié à ça. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit que le deuxième chapitre, qui s'appelle Blade Runner, en référence au film Blade Runner, mais Blade écrit B-L-E-D, criminaliser les enfants et culpabiliser les mamans, dans ce chapitre-là, c'est plutôt axé quartier populaire, sur ce qu'on disait tout à l'heure. Le troisième chapitre est plus sur les pères, l'absence paternelle, et le premier chapitre sur les questions socio-fiscales, qui englobe tout le monde, en fait, les mères isolées rurales aussi, et des quartiers populaires. Et finalement, les mères isolées en milieu rural, je les ai pas mises, entre guillemets, dans un chapitre à part entière. Finalement, les quartiers populaires aussi, c'est plutôt le deuxième chapitre. Mais ça, j'y ai réfléchi après. Je me suis dit, oui, avec mon prisme, qui a vécu dans un quartier populaire dans la banlieue caennaise, à Hérouville, etc., je vais peut-être plus parler de quelque chose que d'une autre, ce qui est tout à fait louable et normal, voilà, tant qu'on n'invisibilise pas. Mais après, c'est en fonction de la proportion que tu vas mettre, c'est aussi ton vécu, etc., ce qui est tout à fait normal. Mais il faut en parler aussi. C'est le problème, c'est de pas du tout en parler, justement. Et pour les mères isolées en milieu rural, finalement, c'est des difficultés qui vont être évidemment très proches
socialement et économiquement des femmes des quartiers populaires. La question qui va être haute, c'est la question du racisme, effectivement, des violences policières, des choses comme ça, des crimes racistes. Elles vont pas connaître ça. Elles vont connaître d'autres problèmes, c'est-à-dire l'isolement. Alors, petite parenthèse aussi, parce que les quartiers populaires, il y en a dans le monde rural. Il n'y en a pas que en Seine-Saint-Denis, on en parlait tout à l'heure justement. Et les quartiers populaires dans les milieux, entre guillemets, semi-ruraux ou périurbains, ils peuvent accumuler les problématiques de quartiers comme à Paris par exemple, en moins difficile par rapport à la police, etc. quand même, et cumuler des problématiques rurales en fait. C'est-à-dire d'accès, alors j'allais dire au service public, mais dans les quartiers populaires, dans le 93, c'est pareil aussi. Mais par exemple, de temps, de distance, par exemple, etc. Les trajets, et le fait qu'il n'y ait pas de tissu associatif, par exemple. Il y en a un peu plus quand même en Seine-Saint-Denis que dans des milieux ruraux, et notamment des milieux ruraux aussi où il y a des quartiers populaires. Il y a très peu de tissu associatif. Donc ça, c'est un gros problème, notamment quand tu es victime de violences conjugales, par exemple. Il n'y a pas forcément d'association ou de structure en fait sociale pour t'accueillir et pour en parler, et pour justement, et ça c'est important sur le concept de mère isolée, enfin le terme, de sortir de l'isolement et que l'isolement, de rentrer dans l'isolement, et que justement l'isolement devient plutôt un vecteur d'émancipation et de te protéger en fait de violence. Là c'est donc l'isolement est vu aussi d'une autre manière en fait pour la survie, exactement. Mais c'est temporaire comme tu dis dans le livre. Ouais, c'est ça, c'est temporaire, et en fait l'association justement que je cite à ce moment-là, qui s'appelle Solidarité Femmes Beaujolais, qui aide justement ces femmes-là à devenir mères isolées finalement. C'est ce qu'elle m'a très bien expliqué. Mandana justement et qui travaille dans cette association-là, et qui m'a dit justement notre but c'est qu'elles deviennent isolées, et que du coup on reprend le terme d'une manière un peu inversée, et finalement voilà, ça va être des difficultés comme ça, et par rapport aux violences justement qu'il peut y avoir au sein du foyer. En fait, ce qu'elle m'a expliqué aussi, qui est important, mais que pareil, qui avait été assez documenté auparavant, mais qui là est encore plus fort pour les mères seules avec leurs enfants, c'est que finalement il y a comment dire, il n'y a pas plus de violence en nombre conjugale ou intrafamiliale en milieu rural, mais ou que dans un autre milieu social ou une autre géographie, mais c'est juste qu'elles vont être plus intenses et qu'elles peuvent plus finir sur un féminicide, parce que cet isolement-là en fait. Elles sont plus longues en fait. Elles sont plus longues, exactement. Plus longues, et du coup ça peut aboutir justement sur un crime et un féminicide, soit plus vite, soit plus longuement aussi, du fait de l'isolement en fait. Et ça pareil, c'était un peu ce qu'elle voulait me dire par là aussi, c'était tordre le cou du fait que y a plus de féminicides dans un milieu social plutôt qu'un autre. C'est ce que les bourgeois veulent entendre aussi, c'est que finalement les gens dans les milieux ruraux là, ils se tuent plus entre eux, les femmes des quartiers populaires et les hommes des quartiers populaires, eux, ils quittent plus souvent le foyer. Ça pareil, c'était important aussi que je le précise, que finalement il n'y a pas plus d'hommes démissionnaires dans les milieux bourgeois que dans les milieux populaires. Ça c'est faux aussi. Dans les milieux bourgeois, ils vont plus aisément aussi pouvoir gérer leur temps de travail, etc., pour voir leurs enfants, et finalement ils sont tout aussi démissionnaires tout simplement, et même dans le foyer. Bref, ça c'est dans le chapitre sur les pères aussi. C'était important aussi qu'il n'y ait pas de, parce que souvent les classes dominantes, elles vont instrumentaliser ça pour se redorer leur blason aussi, et notamment dans les milieux ruraux, en mode il y a plus de violences conjugales dans les milieux ruraux que dans les milieux bourgeois, etc. Enfin bref, ça surtout les hommes qui vont évidemment dire ça pour se défendre dans leur milieu social qui est le leur. Et du coup il y a ces difficultés là. Il y a aussi le fait que la sociabilité se fasse d'autant plus, mais ça c'est le cas aussi dans les quartiers populaires, mais la sociabilité se fait par le conjoint et avec le conjoint, sa sociabilité à lui masculine aussi, son réseau à lui, familial aussi, le fait que au fur et à mesure la maman va s'extraire aussi du sien, va s'isoler en fait par rapport à ça, le fait que les pères, notamment dans les milieux, enfin voilà, dans tous les milieux, mais milieux ruraux aussi, ils vont être plus facilement propriétaires de leur petite maison, et du coup par conséquent ça va être plutôt à la maman de partir, de quitter le lieu, alors que c'est elle qui a voulu la garde alors que le père ne l'a pas du tout demandé, donc c'est elle qui va devoir retrouver un logement avec les enfants et quitter le milieu socio-géographique des enfants aussi, l'école, etc. C'est hyper compliqué après de retrouver ailleurs. Souvent, ces mamans-là vont se retrouver dans la seule barre HLM d'un village, en fait, d'un petit village. Voilà, si elles y arrivent par ailleurs, ça met souvent 1 an ou 2, etc. Mais souvent, elles vont se retrouver totalement isolées. Et en fait, il va falloir faire en sorte aussi qu'elle quitte cet environnement toxique familial, parental aussi, qui la culpabilise, parce que des fois c'est les parents du l'ex-conjoint qui la culpabilisent, mais c'est aussi parfois ses parents à elle qui disent que t'aurais pu garder ce mec-là, c'est de ta faute, etc. Ça m'a permis, ce chapitre-là sur le milieu rural, de parler de toutes ces problématiques-là aussi, de d'éparpiller un petit peu
En fait, il y a tellement de choses à dire, comme tu l'as vu, etc. Mais comme tu dis, ça touche tout. En fait, c'était ça, c'était exactement de pas tout dire d'un coup dans un seul chapitre, essayer en fonction de ce que les mamans me disaient aussi. La mère qui s'appelle Christine Delio, qui habite toujours dans la Meuse, elle, quand je lui en ai parlé des mères isolées, etc., que ces sujets-là, ce qui venait à l'esprit à elle, c'était ça en fait, c'était le temps de trajet, le bus à 6h du matin. Le fait qu'elle n'a pas de permis, parce que son ex-mari lui a dit ça sert à rien que tu passes les permis, exactement. Et elle a eu 5 enfants et elle se retrouve isolée aussi par ça. Ouais, exactement. Et tout ça, en fait, c'est en discutant avec elle que finalement, leur manière d'appréhender la question de la monoparentalité de la mère isolée, finalement, ça me permet d'en parler à travers elle, en fait, avec leur discours, avec leurs citations, etc. Et de mettre la focale sur une problématique particulière, entre guillemets, mais une problématique que j'ai pas abordée dans les autres chapitres, justement. Donc celle-ci, par exemple, en fait partie, sur la sociabilité masculine, comment elle est très forte et comment elle impacte vachement la question de la mère isolée par la suite, quoi. Dans ces milieux-là qui sont, encore une fois, juste isolés géographiquement. En fait, c'est ça. C'est vraiment l'isolement géographique qui va créer d'autres problématiques, mais qui finalement vont être assez, parfois proches dans les quartiers populaires aussi, quoi. Bon, on en a parlé sans en parler vraiment, mais l'angle mort et en vrai, la vraie problématique là-dessus, c'est où sont les pères ? Qu'est-ce qui se passe avec les pères qui ne prennent pas leurs responsabilités ? T'as découvert quoi dans le livre quand t'as gratté sur ce sujet ? Déjà, le premier truc, c'est déjà qu'ils ne demandent jamais la garde, comme on se disait. Le deuxième truc, c'est le fait que la monoparentalité, ça c'est la chercheuse Marie-Clémence Lepape qui en parle très bien, se fait au sein du couple et ensuite elle perdure ensuite. Donc la démission paternelle, en fait, elle est une prolongation d'une démission qui existait déjà au sein du couple, une absence qui était déjà là. Ce qui m'a frappé aussi, c'est le traitement médiatique et culturel aussi qu'on peut avoir des pères seuls, des papas solos. Et le fait qu'en fait, quand ils sont pères seuls, père solo d'ailleurs, ou papa célibataire, enfin peu importe l'expression, enfin pas peu importe d'ailleurs, parce que finalement quand on parle de papa célibataire, papa solo, il y a un truc un peu plus mélioratif justement. Ouais, c'est pas les pères isolés. Oui voilà, c'est ça exactement. À part, moi je dis que justement quand t'es père isolé, ce qui est un cas rare, enfin un père seul d'une manière générale, mais un père isolé, moi je l'utilise l'expression plutôt quand c'est un père isolé de milieu populaire et racisé. Lui, il pourra connaître des situations difficiles liées à sa classe sociale et liées à son origine ethnique, en tout cas issue d'immigration postcoloniale quand ça lui correspond, mais il n'aura pas de problématique liée à son genre, moins de difficultés qu'une mère isolée. Mais par contre, les papas célibataires de la bourgeoisie, de manière générale, les cadres, les CSP+, eux, ils se retrouvent souvent pères seuls. Déjà, c'est infime, hein, c'est pas 12, enfin c'est même 6-5%, enfin j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est quelque chose comme ça, qui se retrouvent pères seuls. Eux, c'est souvent la fatalité, c'est parce que la maman est décédée ou il y a eu une maladie, etc. C'est pas la conséquence de problématiques sociales, de genre, etc. C'est pas un choix conscientisé. Tout à fait. Ça m'a frappé aussi. Ils n'ont pas fait un bébé tout seul, eux. Voilà, exactement. Et justement, c'est pour ça qu'ils sont bien vus médiatiquement, culturellement, parce que c'est tellement exceptionnel qui s'occupent tout seuls de leurs enfants, sans savoir que souvent c'est la fatalité, etc., que c'était pas un choix la plupart du temps, même si de plus en plus, ça commence à se faire, la garde alternée notamment. Oui. Par contre, il faudrait aussi, comme on se disait dès le départ, faire en sorte que la garde alternée, ce que mes parents ont essayé de faire aussi, qu'elle soit vraiment plus adaptée pour les parents, notamment des milieux populaires, en fait, économiquement. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'en fait, quand on parle d'un sujet, il faut parler d'un sujet et de d'autres choses aussi. En fait, ça fait vraiment... déroule exactement, c'est ça. Donc oui, les pères, c'est ça qui m'a frappé. Dans plein de films, en fait, c'est le cas. Là, je cite dans le film The Holiday, dans le Holiday, on a tous en référence. Avec Jude Law, voilà, qui est tout seul avec le père sexy. Voilà, exactement. Colin Farrell, qui avait été élu père célibataire le plus sexy de la planète, je sais pas quoi, un truc comme ça. Bref, voilà, ça m'avait frappé aussi. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que tu dis que dans les jugements de divorce ou d'obtention de la garde, les juges vont beaucoup plus facilement statuer en faveur je mets des guillemets, en faveur de la mère parce qu'ils veulent protéger le temps de travail du père. En fait, c'est pas une question de quel est l'intérêt pour l'enfant et les deux parents. C'est le père quand même. Faudrait pas qu'il soit gêné dans ses horaires de travail, quoi. Mais ils ont encore ce cliché-là aussi. Enfin, ce fait qu'il faut vraiment privilégier l'homme dans son travail, son émancipation sociale, etc. Parfois en pensant bien faire pour certains juges et certaines juges, c'est pas évident à statuer parfois aussi, c'est assez complexe. Mais là, c'est vraiment l'idée, que finalement son émancipation se fait là. Mais à contrario, parfois ils vont être pas forcément très exigeants sur le montant de la pension alimentaire aussi. Ouais. Ils vont se dire que finalement, vu qu'il travaille, vu qu'il a pas forcément un salaire très très élevé ou quoi que ce soit, on va pas trop le ponctionner, quoi. Donc tout ça est. Il faudrait pas que la mère elle s'amuse quand même. Oui, voilà, c'est un peu l'idée, cette idée-là. Et puis les juges aussi peuvent encore une fois faire partie
d'une certaine classe sociale assez privilégiée, et ne se rendent pas forcément compte de la situation sociale dans laquelle se trouve une mère seule. Un père de milieu populaire aussi, mais moins qu'une mère seule qui a les enfants. Là, par contre, parfois, ils se rendent pas forcément compte. Et eux, ils se disent que finalement, avec les prestations sociales qu'il y a, elles vont à peu près s'en sortir. Mais quand on revient de ce qu'on s'est dit dès le départ, à quel point c'est compliqué de les avoir, à quel point c'est infime, etc., qu'il y a un flicage au contraire sur le fait qu'elles fraudent ou pas, eux, ils se rendent même pas compte de ça, en fait, du coup, par conséquent. Donc, tout ça est à mettre, et pour le coup, à remettre ou à mettre à plat, quoi. Alors, est-ce que si on peut terminer, tu peux nous donner quelques directives que tu as de ce que tu as concrétisé, de ce qu'on pourrait faire? Je dis on, mais en vrai, en tant que société, mais c'est sûrement politique, pour améliorer leur vécu et pour faire en sorte que ces 2 millions de personnes ne vivent pas dans des conditions dramatiques parfois. En fait, vu que la question des mères isolées et des enfants, ça touche énormément de personnes et toutes les problématiques qu'on a vues là, qu'on a pu possibles et inimaginables. Par conséquent, je pense que c'est sur plusieurs axes et plusieurs aspects, plusieurs formats, etc. qu'on peut. Déjà en médiatisant, en parlant, comme on fait là déjà. Moi, le livre, je l'ai un peu vu comme une boîte à outils aussi au niveau des chiffres, etc. Au niveau des collectifs qui existent, de me faire un lien en tant que journaliste aussi avec ce qui se fait déjà. Moi, j'invente rien. C'est plutôt elles qui l'inventent et qui le font. Donc moi, je mets plutôt en lien. Donc les mouvements de mères isolées. Il y a Mère des Terres aussi de Sarah Le Bailly qu'elle a créé il y a un an ou deux. Il y a un an plutôt. Voilà, tous ces collectifs-là, la Bulle, on en parlait tout à l'heure, l'association aussi, tout ça, que déjà que ça existe, de le mettre en avant, que aussi les collectifs se voient, créent des dispositifs entre eux, effectivement, créent des mouvements, des passerelles, exactement, parce qu'il y a des mamans de collectifs, c'est vrai, qui m'ont dit je connaissais pas tel collectif, je connaissais pas la Bulle, par exemple, donc maintenant voilà, si ça peut servir. Mais ensuite, quand on part sur le cœur du sujet, évidemment, il y a sur l'Assemblée nationale, je pense que c'est au niveau des manifestations de mettre ça en avant, comme le fait le mouvement des mères isolées, d'imposer des questions des mères isolées et des enfants, et du coup d'imposer la question socio-fiscale aussi, etc., davantage dans les mouvements féministes aussi, la question raciale aussi, que la question des révoltes urbaines des enfants de mères isolées, c'est une question féministe aussi, en fait, parce qu'évidemment, ça paraît évident, mais c'est important de le mettre, qu'on parle des questions des violences policières aussi, des personnes issues d'immigration postcoloniale au sein de ces mouvements-là, qu'on ait justement des volontés de réforme très concrètes, comme la défiscalisation de la pension alimentaire, comme la déconjugalisation de la RS aussi, de l'ASF, pardon. Toutes ces choses-là qui sont très concrètes, qu'il faut mettre en place. Mais par contre, ça suffit pas. Si on met ça en place, si il y a toujours des problématiques sur le temps de travail, si on n'a pas réfléchi, par exemple, sur la semaine de 4 jours, notamment sur les mères isolées, si on n'a pas réformé France Travail de manière à ce que il n'y ait pas de chantage à l'emploi pour les personnes, alors qu'il y a 600 000 emplois non pourvus et il y a 6 millions de chômeurs et de chômeuses en France. S'il n'y a pas une amélioration des conditions de travail qui se détériorent de plus en plus, j'ai vu là, justement, ne serait-ce qu'aujourd'hui, un article des Échos qui citait une statistique comme quoi on a les champions d'Europe, déjà des accidents du travail, ça c'est pas eux qui le citaient, mais ça c'est important de le savoir aussi, mais qu'on est les champions d'Europe aussi sur la souffrance au travail psychologique, j'ai vu ça ce matin. Si on réfléchit pas à tout ça de manière générale, en fait, on pourra pas déjà améliorer le sort des mères isolées et de leurs enfants, et par conséquent le sort de tout le monde, en fait. Parce que si on améliore le sort des mères isolées et des enfants, sur l'APL, par rapport aux questions liées aux violences conjugales, etc., c'est le sort de la société dans son ensemble, en fait, qu'on améliore ensuite. Et finalement, pour moi, il faut toujours avoir un point de vue global et pas juste se limiter, entre guillemets, mais c'est déjà énorme, sur des mesures qui finalement ne suffisent pas, parce que finalement, si on répond à ces mesures-là, d'autres problématiques vont quand même perdurer à l'avenir pour ces mères-là et les enfants, et puis pour tout le monde ensuite, quoi. Ouais, puis je crois que tu le disais ça, mais un enfant sur 4 ne mange pas à sa faim. Ouais, exactement. Un enfant sur 4 ne mange pas à sa faim en France. Ouais. C'est juste un chiffre atroce. Mais qui a augmenté là ces dernières années d'autant plus, quoi. Donc c'est pour ça, pour moi, je me dis que si on fait des mesures comme ça, très ciblées sur le statut de mère isolée, pour moi, ça suffira pas parce qu'il y aura toujours autant de problématiques aussi qui vont se répercuter. Ensuite, si on réfléchit pas sur la question de l'éducation nationale, sur les services publics, sur le fonctionnement hospitalier, les cures austéritaires aussi, qui visent à chaque fois la santé, etc., on aura beau avoir défiscalisé la pension alimentaire, mais tout ça va rester et ça va encore toucher des mères isolées et leurs enfants toute la vie, quoi. Voilà. Il y a du travail. Voilà, exactement. Je termine par voilà, mais... Non, mais c'est... Mais il y a du travail, mais justement, c'est
faut prendre à bras le corps, quoi. Il y a des pistes très concrètes, hein, comme je te disais, les assos, les collectifs, elles travaillent justement pour documenter ça, me proposer des mesures très concrètes. Et puis on commence à en parler de plus en plus. Je le vois, les collectifs le voient aussi. C'est pas un sujet qui est traité comme il était sous-traité ou non traité il y a encore 5-10 ans, quoi. Donc il y a énormément de choses positives, quoi, qui sont Fatima Ouassek avec la puissance des maires aussi, et quand elle a commencé de parler de la politisation des maires, qui existait déjà il y a quelques années, il y a des dizaines d'années dans les quartiers populaires, etc. Mais c'est bien de l'avoir mis aussi médiatiquement en avant pour que ça se fasse sur différents fronts, en fait. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Céline. De rien, merci à toi pour l'invitation. Non, merci de nous avoir éclairé sur des sujets qui sont urgents, en fait. Je pense qu'il faut qu'on ait conscience. Oui, très urgent. Merci. De rien. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.